Attends, tu peux me expliquer ton truc? Mais c'est simple, en fait, aux bornes Saint-Martin, il faut trouver les chiffres manquants sur les bornes. Sur la première figure, on a 1750 et 1828, soit une différence de 78. Sur la seconde figure, moi je vois 1727, et pour trouver le chiffre manquant, il faut faire plus 78. Donc on arrive à 1805. Sur la troisième borne, il faut trouver le premier des deux chiffres, donc faire moins 23. C'est la différence entre les deux premières bornes, 1727 et 1750. Avec ça, on obtient 1704 pour le deuxième chiffre de la troisième borne, et il suffit de faire plus 78, donc 1782. Ok. Donc si je résume, pour la première borne, on a 1750, 1828, pour la deuxième 1727, 1805, et pour la troisième 1704, 1782. Après, j'ai rajouté le total des chiffres, borne par borne. Pour la première borne, 1 plus 7 plus 5 plus 0 plus 1 plus 8 plus 2 plus 8, ça fait 32. Pour la deuxième, c'est égal à 31, et la troisième 30. Et là, on va faire quoi du coup? Là, je suis sûr de ma solution, qu'on va retourner aux bornes, on va tirer des ficelles, borne par borne, avec respectivement 30, 31 et 32 mètres, et on va voir où est-ce que les autres extrémités se rejoignent. Toi, accroche une ficelle à ce rocher et tire 30 mètres à partir d'ici. Toi, 31 mètres à partir de là-bas, et moi je vais dans cette direction. On est tous par là. Regardez, les fils se rejoignent en ce point. Ça veut dire qu'il faut creuser ici. Non, c'est forcément ici, ça peut pas être autrement. Merde! Mon pote était fan de la chouette d'or. Une sorte de grande chasse au trésor qui durait depuis plus de 30 ans. Des milliers de chercheurs, ou chouetteurs, avaient arpenté la France pour vérifier leurs théories, et il en faisait partie. La chouette d'or, c'était un genre de mystère créé par un malade nommé Régis Hauser, qui rendait fou les gens. D'habitude, ces personnes trouvent ces trésors au bout d'1 ou 2 ans. Ici, chaque personne avait sa théorie, sa manière de comprendre le jeu, d'interpréter les pistes, et c'est pour ça que ça dure depuis aussi longtemps. Patrick Schmoll. Le problème de ces trucs, c'est que tu vois des signes partout. Le craquage de mon pote lui avait ouvert les yeux sur son état. Il voulait comprendre. Il avait trouvé des articles scientifiques d'un anthropologue et psychosociologue qui s'appelait Patrick Schmoll, et il l'avait contacté par téléphone. Nous vivons maintenant dans des sociétés qui découvrons que l'espèce humaine est enclose en quelque sorte dans sa planète, dans son univers. Il n'y a plus grand-chose à découvrir de neuf dans la réalité. Donc c'est Edgar Morin, il dit fort justement que plus on en sait et plus on découvre qu'il y a des espaces qui restent inconnus. Enfin, l'espace de l'inconnu et de l'énigme augmente en même temps que l'espace de nos connaissances. Donc on se dit les humains nous sommes une espèce qui est très curieuse, enfin qui explore son environnement. Du coup, il y a une espèce d'intérêt pour cet inconnu qui se déploie aussi dans ces nouveaux types de jeux. Et donc, l'un de mes terrains de recherche, ça a été une chasse au trésor qui court encore. Donc la chasse sur les traces de la chouette d'or. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Une chasse au trésor, c'est un petit peu comme un rallye. Au départ, ça doit durer un certain temps.
Donc on résout des énigmes. Une fois que les énigmes sont résolues, le premier à les avoir résolues, il a gagné. Donc c'est un jeu de type compétition, donc agonistique. Or, ce qui se passe dans le cas des énigmes de la Chouette d'Or, c'est qu'elles n'ont toujours pas été résolues, 35 ans après. Et ça génère du coup des comportements individuels et de communautés qui sont intéressants. Ce tissu social qui se crée autour des énigmes avec des effets de collaboration, des effets de m'as-tu vu, moi je suis le seul à avoir trouvé mais je vous en dirai pas plus, des effets aussi d'interrogation sur soi-même, parce que quand vous êtes confronté à une question que vous n'arrivez pas à résoudre, vous vous dites mais est-ce que c'est moi qui bloque, donc qu'est-ce qui bloque chez moi pour que j'arrive pas à trouver la solution. Vu qu'il ne faisait jamais les choses à moitié, il s'est dit qu'il devait absolument aller voir des créateurs d'énigmes. Donc il est allé à l'escape game Zone 53 à Laval. Il a rapidement trouvé le propriétaire. Donc c'est Julien et Mélanie du coup. On a créé l'escape game Zone 53 en 2017, ouais. Et on a 2 escape games, on en a un sur Laval et un sur Le Mans aussi, Zone 72, qu'on a créé il y a 3 ans et demi. 2020, ouais. Voilà, donc on a déjà créé 5-6 salles d'escape game, donc on fait tout à deux. Nous-mêmes de A à Z. Ouais. Créer les scénarios, les énigmes, les décors, on fait tout tous les deux, quoi. L'écriture prend beaucoup de temps, parce que déjà il faut trouver le thème. Un thème qui se voit pas forcément dans les autres villes. Ouais, voilà, il y a des thèmes qui viennent très souvent, tout ce qui est prison, temple, des choses comme ça, je sais pas. Ouais. Et il faut trouver un thème où on se dit, voilà, en termes de déco, est-ce que ça va nous coûter très cher ou est-ce qu'on peut se débrouiller pour faire ça tout seul, quoi. Et ensuite, des grosses journées, matinées d'écriture, où on est que tous les deux, et puis on a des gros blancs des fois pendant une demi-heure, on trouve rien, et puis d'un coup, ça se débloque, et faut trouver le scénario, quoi. Par exemple, pour Le Mans, pour notre prochaine salle, on a à peu près mis 1 an d'écriture pour la création des énigmes. Pas tous les jours, mais ouais. Parce qu'on n'a pas forcément l'idée qui arrive de suite. Mais oui, ça prend du temps. Là, on a à peu près, pour la prochaine salle, 32 énigmes. Donc 32 énigmes qu'il faut qu'ils soient en lien avec le thème, que ça puisse se fondre en fait dans le thème. Et de pouvoir faire des mécanismes que nous, on peut créer nous-mêmes, vu qu'on fait tout de A à Z. Donc il faut que ce soit réalisable aussi. Leur entretien a duré près d'1 heure et il avait appris plein de choses. Ensuite, il m'a rejoint au bar. Salut, ça va mieux ? Ouais, j'allais vraiment pas bien hier, désolé. Je voulais comprendre, donc je suis allé voir des gens aujourd'hui et je pense que je comprends mieux pourquoi ça devient une addiction chez moi. Bon tant mieux alors, j'espère que ça va s'améliorer. Ouais, moi aussi. Bon, je vais aux toilettes et tu me racontes ça plus en détail après ? Vas-y. Mais en réalité, quand on développe un escape game, la plupart du temps aujourd'hui, on a des mécaniques qui sont bien différentes de celles de l'escape game. Donc, typiquement, initialement, l'escape game, c'est une série d'énigmes qui ne sont pas forcément liées entre elles. Donc il n'y a pas forcément d'histoire, c'est juste des énigmes qui vont permettre d'ouvrir des coffres, d'ouvrir des trucs, pour sortir d'un endroit confiné. C'est la manière dont ça existe initialement aujourd'hui. Au fur et à mesure, c'est quelque chose qui s'est densifié. Bon alors raconte-moi ta contacté. Attends, tais-toi. Écoute ce qu'ils disent à côté. Au fur et à mesure, c'est quelque chose qui s'est densifié. On a commencé à rajouter des histoires, se dire que finalement les énigmes, si elles s'enchaînent un peu entre elles, c'est quand même un peu plus intéressant. C'est mieux si ça raconte un truc et si c'est plus immersif. Donc de plus en plus, on va vers une immersion qu'on appelle généralement à 360, c'est-à-dire qu'on cherche une idée où les joueurs sont le plus possible embarqués dans l'histoire et où l'énigme devient uniquement une mécanique qui fait partie de l'histoire, mais le plus important est l'histoire. Pendant que notre voisin de table parlait à un ami, je voyais que le mien se remémorait les personnes avec qui il avait parlé dans la journée. Et donc, pour vous, où
où se situe la limite entre une bonne énigme et une mauvaise énigme? Qu'est-ce qui fait qu'une énigme fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'est une bonne énigme? Est-ce que c'est le fait de la réussir à coup sûr? Il faut peut-être un juste milieu entre difficulté. C'est une bonne question. Max Valentin, dans la chasse au trésor, vous répondrez c'est une bonne question, je ne peux pas y répondre. Non, je vais y répondre parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne énigme? C'est une énigme déjà dont vous arrivez à trouver la solution. Parce que évidemment, une énigme dont on trouve. Une bonne énigme, c'est une énigme où voilà, les joueurs peuvent la résoudre d'eux-mêmes. Si pour une énigme, il faut qu'on envoie 1, 2, 3 indices à quasiment tous les groupes, c'est qu'elle est trop dure et voilà, c'est pas plaisant, quoi. Sentir d'être aidé pour résoudre quelque chose, c'est pas... Voilà, donc voilà, faut pas que ce soit trop facile ni trop dur, il faut un juste milieu. Faut que la majorité des groupes puissent la faire sans aide. C'est plus une bonne énigme. Et après, là... Donc, il faut d'abord qu'on trouve la solution dans un temps, on va dire, raisonnable. Le deuxième aspect, c'est que quand vous avez trouvé la solution, vous vous rendez compte que il y avait une réponse de premier niveau qui semblait évidente, une espèce de fausse piste. Et ce que j'essaye, moi, de dégager dans mes travaux, et qui est très lié au type de jeu, justement, des énigmes, c'est le fait d'être joué. Également, c'est-à-dire qu'on découvre à un moment donné qu'on est soi-même l'objet du jeu et parfois l'objet du jeu d'un autre. Donc c'est le cas dans les énigmes où vous avez celui qui pose les énigmes qui vous emmène un petit peu vous balader et quand vous vous rendez compte que vous vous êtes fait balader, à la fois évidemment vous dites je me suis fait avoir ou je me suis fait jouer, puisque c'est l'expression, mais vous accédez à une espèce de méta-niveau d'illumination, d'insight qui est le plaisir justement de découvrir cet autre niveau, ce niveau caché du texte de l'énigme. De mécaniques assez différentes pour justement varier le plaisir et éviter de se focaliser sur un type de joueur. En gros, ma réponse, ce serait le meilleur jeu, c'est celui qui va correspondre au joueur. Alors, ça paraît complètement une palissade ce truc-là, mais c'est réellement fondamental. C'est-à-dire que si on se dit que dans un jeu, on se focalise sur une mécanique spécifique, ça va parler à un certain type de joueur. Et puis il y a tout un tas de gens avec qui ça ne marchera pas. Donc généralement, dans les jeux aujourd'hui qui sont orientés vers un public un peu large et non spécialisé, entre guillemets, on essaie d'avoir des mécaniques qui sont assez variées, de manière à ce que ça puisse parler à l'ensemble des participants. Qu'il y ait des moments où on est plus sur quelque chose de l'ordre du jeu de piste. Pour des gens qui sont vraiment moins habitués au jeu, ça va être beaucoup plus simple comme mécanique à suivre. Et puis il y a des gens qui vont avoir besoin de trucs vraiment très complexes avec des énigmes à tiroir ou des énigmes qui vont s'entrecroiser. Donc il peut y avoir différentes manières de répondre aux envies des gens, en fait, dans leur appétence personnelle. Les adultes ont une moins bonne suspension d'incrédulité. Ils ont plus de mal à justement interrompre leur intellect pour rentrer dans l'histoire. Les enfants, très facilement, rentrent dans un conte, dans une petite histoire en quelques... Il y en a qui se prennent vraiment au jeu et qui n'arrivent plus à se dire c'est juste une heure de jeu, un escape game, et qui sont trop pris dans l'ambiance. Ouais. Et voilà, il y en a qui sont obligés de sortir de la salle. C'est les salles qui plaisent beaucoup. C'est tout ce qui est horreur, frisson, il y en a qui cherchent que ça. Il y a des groupes, vraiment, ils cherchent que des salles qui font peur, ils veulent pas des salles classiques. L'écriture prend beaucoup de temps. Un an d'écriture pour la création des énigmes. Pas tous les jours, mais ouais. Finalement, les énigmes, si elles s'enchaînent un peu entre elles, c'est quand même un peu plus intéressant. C'est mieux si ça raconte un truc et si c'est plus immersif. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne énigme ? C'est une énigme déjà dont vous arrivez à trouver la solution. C'est ça, le escape game. Une bonne énigme, c'est une énigme où les joueurs peuvent la résoudre d'eux-mêmes.
Si pour une énigme il faut qu'on voit 1, 2, 3 indices à quasiment tous les groupes, c'est qu'elle est trop dure et que c'est pas plaisant. Je crois pas qu'il y ait une bonne réponse, à part se dire, pour pouvoir parler le mieux possible à tous les joueurs, on a intérêt à utiliser le plus possible de mécaniques différentes pour embarquer le plus possible de jeux. On découvre à un moment donné qu'on est soi-même l'objet du jeu et parfois l'objet du jeu d'un autre. Sentir d'être aidé pour résoudre quelque chose, c'est pas... Question que vous n'arrivez pas à résoudre, vous dites mais est-ce que c'est moi qui bloque, donc qu'est-ce qui bloque chez moi pour que j'arrive pas à trouver la solution? Ça va? Quoi? Non, ouais, non, désolé, faut que j'y aille. Quoi? Mais et les gens que t'as rencontrés là Il était parti comme ça, sans rien dire. C'est payer, balayer, oublier. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je